C'est donc à toi, Jean-François, en quoi l'expérience de lanceur Goël peut nous éclairer par rapport à la période que nous vivons actuellement et comment rebondir face à un choc pour inventer un futur plus désirable. Merci à toi. Merci. Donc, de l'exercice, c'est que moi, je vais parler de la transformation d'un territoire, d'une commune, qui inclut des acteurs économiques, mais le point de départ n'est pas l'entreprise. Et du coup, bon, c'est dans la discussion qu'on pourra voir si ça vous inspire ou pas. Mais il y a un certain nombre de ressorts de la conduite de changement que vous connaissez de toute façon dans l'entreprise et que je vais reprendre ici, mais plutôt appliquer sur cette question de résilience territoriale. Donc, l'exemple de Los Angeles, c'est celui d'une commune qui a perdu, où il y avait 9 puits de mine, avec de l'activité agricole encore antérieure, mais qui avait été bien malmenée, une activité agricole très industrielle, on en dira quelques mots après. Et l'arrêt du charbon, c'est pas seulement qu'on perd des emplois, c'est que le territoire est en crise systémique. Une crise économique, bien sûr, avec des taux de chômage très importants, une crise sociale. Ce qui a structuré les gens n'existe plus. Une crise environnementale majeure. Los Angeles, ses sols ont baissé de 15 mètres avec les affaissements miniers. Donc les points bas changent, les réseaux d'eau se fracturent. On a des pollutions perchées au-dessus des nappes d'eau. Et puis aussi une crise sociétale. Et de ce point de vue-là, ce n'est pas inintéressant de regarder dans la période actuelle la comparaison, puisque alors même si nos problèmes ne sont pas ceux de 2020, nous, on était affrontés à un problème de paternalisme très très fort où les houillères possédaient tout, des maternités jusqu'aux écoles, aux terrains de foot, aux rues, aux maisons. Il n'y a que les cimetières qui appartenaient pas aux houillères. Donc ça faisait un modèle où les gens étaient des sujets à qui on demandait d'avoir des bras et de descendre au fond de la mine. D'ailleurs, d'accepter de mourir à 50 ans de la silicose parce que c'était le prix à payer pour élever ses enfants. Je dis ça parce que quand on voit certains comportements qu'on pourrait qualifier d'aberrants aujourd'hui, l'espèce humaine est parfois capable d'aller très très loin sans raison. Alors après, peut-être qu'il valait mieux mourir à 50 ans et avoir pu élever ses gosses quand même. Donc on pourrait faire des débats là-dessus. Et puis également des gros problèmes d'estime de soi, c'est-à-dire de la capacité à retrouver confiance en soi. Or, la confiance en soi, c'est quelque chose d'essentiel pour reprendre en main son destin. Et c'est quelque chose qui est très juste également aujourd'hui. Euh, Est-ce que quelque part, à la globalisation, à un modèle économique qui nous dépasse complètement, finalement, on ne se sent pas impuissant et on ne se sent pas en capacité de reprendre. Enfin, j'espère que tous ceux qui sont là derrière leur écran, justement, font le pari inverse. Donc, du coup, pour nous, la question, c'était quelle résilience dans des conditions de crise systémique aussi graves. Et finalement, ce qui est intéressant, c'est bon, Emmanuel Macron est venu à Los Angeles, je l'avais accueilli en disant, Président, bienvenue à Los. Vous êtes dans la merde. Alors, c'était au moment des Gilets jaunes. Donc, il a relevé la tête, pas trop l'habitude d'être accueilli comme ça. C'était sur un terri en plus. Et je lui ai dit, bah, écoutez, vous êtes dans la merde. Nous, ça fait 30 ans. Donc, bienvenue au club. Est-ce que ça vous intéresse d'avoir un peu de retour sur qu'est-ce qui se passe 30 ans après une crise majeure? Et évidemment que ça l'intéressait. On a eu beaucoup, beaucoup d'échanges. Mais c'est pour dire que ces leçons-là, dans le positif ou dans le négatif, elles sont intéressantes quand on essaye de regarder c'est quoi les déterminants à la fois de l'abandon et de l'impuissance collective ou au contraire de la capacité de reprendre en main son destin. Alors, si on peut mettre l'image sur ancien modèle, nouveau modèle de développement, euh, qu'on avait évoqué entre nous tout à l'heure, c'est extrêmement. Enfin, j'ai deux images à part celle d'introduction qui résument beaucoup, beaucoup de choses. En fait, ce que vous voyez sous la dénomination ancien modèle, ça veut dire quoi? Ça veut dire que en fait, ce qui nous arrive au niveau global, et ça, c'est quelque chose que je dis depuis très longtemps, bien avant le virus, mais alors le virus a complètement mis les projecteurs là-dessus, c'est qu'on a un ancien modèle de développement qui est à la fois non durable. Il n'est pas durable parce qu'il dépend d'un accès aux ressources à l'infini, et notamment aux ressources énergétiques fossiles, et que ben, les ressources de la planète ne sont pas infinies, mais c'est vrai aussi des métaux rares, c'est vrai de plein de choses.
Il n'est pas durable parce que les rejets de l'activité humaine sont devenus insupportables. Donc, c'est vrai du dérèglement climatique, bien sûr, donc du carbone et autres dans l'atmosphère. Mais c'est vrai aussi des plastiques disséminés sur la planète entière. C'est vrai des perturbateurs endocriniens et des molécules qui circulent dans les aérosols planétaires et qui font que des grenouilles disparaissent au fin fond de l'Amazonie alors qu'elles n'ont jamais été à plus proche de 1000 km de la civilisation, parce que les aérosols véhiculent tout ça. Donc on a un problème de prédation sur la planète, ou en tout cas de ponction sur la planète, qui ne peut plus durer. C'est un fait. Alors, il y aura toujours du pétrole, hein, bien sûr, mais par contre, le pétrole deviendra de plus en plus, le pétrole ou les autres énergies hein, fossiles, comme c'est un stock défini et que les conditions pour y accéder seront de plus en plus complexes, on aura des augmentations de coûts et du coup, ça va impacter l'ensemble du modèle économique et l'ensemble des conditions sociales. Exemple, si vous augmentez, vous doublez le prix de l'essence, ben, vous vous retrouvez avec des smicards qui ne peuvent plus aller travailler et c'est ce qui avait déclenché les gilets jaunes. Mais vous avez aussi la question de la précarité énergétique pour les ménages pauvres qui n'arrivent plus à se payer le chauffage. Donc ça, c'est des conséquences sociales. Et sur les modèles économiques, ben, notamment le modèle de la globalisation où la moitié des bordures de trottoirs du Nord-Pas-de-Calais viennent de Chine, ce modèle-là, il va, et moi j'en suis très content, il va être profondément impacté parce que ce n'est pas normal qu'une bordure de trottoir traverse la planète et soit encore concurrentielle avec des produits du Nord-Pas-de-Calais. Donc on a un nouveau modèle, un ancien modèle qui n'est pas durable, c'est un fait, c'est pas contestable. Après on peut en parler si ceux qui le contestent. Et en plus, il présente une forme d'inefficacité puisque les indicateurs de bonheur et les indicateurs d'inégalité sociale n'ont jamais été aussi catastrophiques. Alors, il y a encore des gens qui sont dans le déni, c'est ce que vous voyez à gauche du petit carré. Le prototype, c'est Claude Allègre. Alors, comme il y a des jeunes maintenant, ils n'ont pas tous connu Claude Allègre, mais il y a encore des climato-sceptiques, il y a encore des gens qui disent arrêtez, faites un peu confiance à l'homme. Mais globalement, le gros de la société, l'ADEME dit que c'est à peu près 80% de la société, a compris qu'on est à la fin d'un cycle. Alors, les gens ne disent pas on entre dans l'anthropocène, hein, ils ne parlent pas comme ça, il n'y a que des experts qui parlent comme ça, mais c'est quand même ça qui se joue. Là, on a donc une première grande difficulté, c'est que devant nous, il y a du brouillard, ce que j'ai symbolisé par une espèce de ressort écrasé là sur l'image. Et pourquoi il y a du brouillard? Parce que le nouveau modèle n'est pas encore apparu. Et donc, c'est extrêmement difficile de se mettre en chemin si on ne sait pas où aller. Alors sur ce nouveau modèle, on a bien des signaux faibles. Par exemple, le renouvelable va prendre la place du fossile. Le numérique change les conditions du savoir et de la connaissance, donc les conditions du pouvoir. Et donc les modèles de demain seront beaucoup plus horizontaux et en intelligence collective que sur des modèles hiérarchisés et descendants. C'est des tendances lourdes. C'est pas aussi simple que ça, mais il y a un enjeu de nouveau référentiel. Et puis, ce que j'ai écrit en dessous, c'est que du coup, il y a un enjeu, ça pour moi, c'est très important, de nouvel imaginaire. Et ça, pour le coup, dans la crise du virus, ça compte. Nouvel imaginaire, nouveau récit, le storytelling est quelque chose de très puissant à cet endroit-là. Donc, premier sujet, c'est comment on aide à caractériser ce nouveau modèle, à le révéler et du coup, à permettre qu'il s'amplifie. Mais admettons même qu'on ait caractérisé ce nouveau modèle, on a un deuxième problème et qui est encore plus difficile que le premier, c'est que pour passer de l'ancien au nouveau, ce que j'ai écrit au milieu, eh ben, c'est qu'on a besoin d'une transition. Et la transition, c'est de la conduite de changement. C'est par exemple, je veux arrêter de fumer, passer du modèle où je fume au modèle où je fume plus, mais c'est pas si simple. Et on peut prendre plein d'exemples de toutes les résistances au changement. Ce qui veut dire que, admettons même que les sociétés aient compris l'enjeu du nouveau modèle et l'impériosité d'y passer, eh bien, il y aura des résistances. Allez, on va dire, c'est de l'ordre d'une génération, un changement culturel. Et c'est là où, pour moi, la question du territoire est extrêmement intéressante. C'est plus compliqué dans l'entreprise, mais on peut en parler. Parce que le territoire, il a ceci d'intéressant qu'il est dans la proximité. Donc,
il y a de la réactivité, on a des preuves de la transformation. Or, les preuves de la transformation guident le changement et aident à retrouver confiance dans ce qui se passe. Le territoire permet d'englober la question systémique, puisque c'est un chaudron dans lequel on a tous les acteurs. Et donc, pour moi, c'est d'ailleurs pour ça que j'ai monté la fabrique des transitions au niveau national, la mutation viendra par des entrées territoriales. Ce que j'appelle territoire, c'est des écosystèmes d'acteurs, c'est-à-dire c'est les collectivités, donc la question d'expression, une partie de l'expression de la démocratie, c'est les acteurs économiques et c'est les associations, les citoyens. On voit bien que si on veut changer de modèle agricole, il faut que les consommateurs changent en même temps que les producteurs, mais on pourrait prendre plein d'exemples de ce type-là. Alors, si on peut laisser cette image-là, mais je vais décrire très vite, parce que l'intérêt, c'est pas de vous raconter l'os, c'est plutôt les enseignements de l'os, mais vous décrire très vite qu'en fait, comment nous, on a fonctionné, on a commencé en fait par la question culturelle, c'est-à-dire qu'on ne savait pas où on allait, par définition, puisque notre modèle s'était écroulé. Et là où la tentation est de faire table rase du passé, ce qui a beaucoup été fait dans le bassin minier. On a rasé tous les signaux de la mine, par exemple. Il y avait même un élu qui disait arrêtez de donner la parole à Caron, donc à moi, parce qu'à l'époque, j'avais créé une asso sur la défense des terris, qui était un peu nos marqueurs identitaires. Et il disait à France 3 arrêtez de donner la parole à Caron, ce mec-là est dangereux. Nous, on veut ressembler à tout le monde. Alors, je le dis parce que dans une période de profonde déstabilisation, c'est pour porter cette idée qu'au contraire, il faut savoir qui on est, de quoi on est héritier. Et si, par exemple, je demande aux agriculteurs de la FNSEA, si je leur dis que c'est des gros cons parce qu'ils font de l'agriculture intensive et qu'ils polluent les sols, et que, etc., qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont mettre un point dans la figure. Ils ne vont pas entrer dans une logique de résilience. Alors que si je leur dis, bah oui, votre modèle, il a été basé dans les années 50 par une augmentation des volumes, parce qu'on disait qu'il fallait nourrir la planète, parce que voilà, c'était l'époque de la mécanisation, mais aujourd'hui on touche les limites. Enfin, en gros, si on reconnaît l'histoire des gens, alors on peut leur permettre de commencer à se mettre en mouvement. Donc on a commencé par la question culturelle, on a fait des sons et lumières, on a fait plein de choses. Bon, je n'ai pas le temps de développer tout ça dans le temps imparti. Puis on a véritablement, on s'est organisé à partir de la création d'un projet de ville, donc faire apparaître une vision qui s'est fait à l'occasion de la révision du plan d'occupation des sols dans les années 95. Donc ça a été l'occasion d'associer tous les acteurs, d'écouter leur expertise d'usage, de faire apparaître un diagnostic partagé, puis une vision de ce que serait la transformation de la ville. Alors la vision, c'est pas Bernadette Soubirous qui a vu la Vierge, je ne sais pas si c'est la Vierge d'ailleurs qu'elle a vue, je ne me rappelle plus bien, mais c'est pas ça. La vision, c'est quelque chose qui émerge progressivement dans un processus collectif où on écoute tous les acteurs et on définit en avançant ce que va devenir notre ville. Et progressivement, la vision de l'os est devenue la ville qui tire les leçons de son passé très douloureux et qui, du coup, essaye d'inventer des réponses et de faire apparaître un nouvel horizon. Alors, les Lossois ne disent pas développement durable, hein. Ils disent, bah, nous, ce qu'on fait, c'est du bon sens, hein. On récupère les eaux, on isole les maisons, on arrête les produits chimiques qui nous donnent des cancers. Voilà, c'est du bon sens. Voilà, donc progressivement, tout ça a donné des effets sur l'économie et du changement d'échelle, mais là aussi, je n'ai pas le temps de développer. Je vais juste illustrer par quelques types de résultats pour venir à la fin sur la question du code source. Alors, dans les exemples de résultats, on est aujourd'hui en France une ville, une des plus avancées en matière d'énergie. On a à la fois massivement investi sur l'éco-construction, la transformation des bâtiments, au point d'ailleurs que ça nous a donné un pôle d'excellence en économie, enfin, c'est tout ce qu'on appelle les éco-activités, et beaucoup avec la question du bâtiment. Il faut dire que les maisons des mines avaient le charbon gratuit et que donc la question d'isolation ne se posait pas. On remplissait, on avait le charbon, voilà. Quand le charbon disparaît ou qu'il faut le payer, c'est complètement autre chose. Et donc, depuis 1997, tout ce qui se fait à Los Angeles est en éco-construction. À l'époque, on appelait ça HQE, bien sûr. Depuis, ça a beaucoup évolué. Donc, de la même manière, on a développé un grand plan d'écomobilité avec une trame verte
de 15 km qui a beaucoup d'intérêt sur le plan écologique, corridor biologique, sur le plan loisir, on va s'y promener avec ses enfants, on y fait plein de choses, mais qui a des intérêts en matière d'infiltration des eaux, de retour des espèces. Le pic vert est revenu dans le centre-ville de Los Angeles. C'est un exemple tout bête, mais ça fait partie des marqueurs d'une transformation. Mais aussi l'écomobilité, la trame verte, elle permet de relier les quartiers par l'extérieur. On n'est pas obligé de prendre sa voiture, on peut aller aux salles de sport. Donc c'est aussi une façon d'économiser de l'énergie. On a massivement développé l'utilisation et la production d'énergie renouvelable. On a commencé par une centrale solaire au pied des terris, puis on a fait la première église solaire de France en coproduction avec les habitants. Ce que j'ai oublié de dire, oui, c'est que la baguette magique de Los Angeles, c'est que tout est en processus de coproduction. Pourquoi? À la fois parce que je fais une petite incise à cet endroit-là, parce que c'est quand même très important, notamment dans la période actuelle, on ne reconstruira pas de nouveaux modèles sans une association des acteurs. C'est que les habitants, à la fois, apportent, déjà leur parler, c'est les reconnaître. Ça veut dire qu'ils existent. Et il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens qui ont le sentiment d'être des invisibles et de ne plus du tout être considérés. Donc la reconnaissance, au sens du sociologue Todorov, c'est extrêmement important. Une fois les besoins fondamentaux satisfaits, le premier besoin qui arrive, c'est celui de la reconnaissance. Donc, c'est les reconnaître. Deuxièmement, c'est considérablement améliorer les projets par l'intelligence collective et surtout par l'expertise d'usage des habitants. Donc, ça, c'est une notion, moi, qui me paraît extrêmement importante. Troisièmement, c'est une façon de réarticuler la décision, l'arbitrage et la participation habitante parce que du coup, il y a une attente des choix qui vont être faits. Les gens ne subissent plus et donc ça redonne de la légitimité aux pratiques démocratiques. Je rappelle qu'il y a de plus en plus de gens qui ne vont pas voter et qu'il y a un désintérêt de plus en plus de la chose politique, ce qui est dramatique de mon point de vue. Et quatrièmement, les projets sont beaucoup plus efficaces parce que quand ils ont été coproduits, mais tout ça c'est vrai dans l'entreprise, hein, c'est les effets bénéfiques de l'implication des acteurs que vous connaissez bien. Et dernier point, et c'est celui-là le plus important, le plus flou, mais le plus important, les acteurs, les habitants se transforment au travers de ce processus. Ils apprennent qu'il y a d'autres points de vue que le leur. Au départ, ils entrent par leur trottoir et puis à un moment donné, ils ouvrent à des questions plus larges d'intérêt général. Ça pose la question de la responsabilité individuelle et collective. Enfin, c'est ce qu'on appelle la capacitation, l'empowerment, qui permet de retrouver du pouvoir d'agir et de reprendre prise. Donc pour revenir, donc tout ça c'est décliné dans toutes les politiques de l'os, mais d'une façon massive avec des effets incroyables comme les 50-50 initiatives d'habitants qui contractualisent avec la ville. On a eu un doublement du nombre d'associations. On a des scores électoraux dignes de l'Union soviétique, on s'en excuse, mais en 2008, 82% des votants, ce qui était le plus gros score du Nord-Pas-de-Calais, là où il y avait deux listes, sur un projet de transition, ce qui veut dire aussi que la population peut complètement valider tout ça et que ce n'est pas le nombre d'élus qui nous disent bah oui, mais vous comprenez, moi j'aimerais bien, mais je ne peux pas, la société ne veut pas. Ce n'est pas vrai. Quand on le met en œuvre, c'est massivement validé à Los Angeles. Et puis en 2014, on a fait 100% et en 2020, on a fait 100% puisqu'il n'y a plus de liste qui se présente. Donc, bon, pas trop insister là-dessus parce qu'à un moment donné, ça peut quand même poser des problèmes de démocratie. Mais en tout cas, ça veut dire qu'il y a une adhésion très, très forte de la population. Donc, du coup, je reviens à mon plan solaire. Le plan solaire et l'église solaire, on l'a coproduite avec la communauté catholique. Du coup, ça a diffusé dans tous les réseaux cathos du Nord-Pas-de-Calais. Et ça crée de l'adhésion, ça crée de la fierté. Tous les ans, on nous ramène 5 000 euros dans le budget. Et les fidèles de l'église disent, ah ben nous, grâce à nous, on ramène du budget pour la ville. Voilà, il y a plein d'effets bénéfiques. On a amplifié depuis 2 ans en couvrant tous les bâtiments de la ville de capteurs solaires, donc les salles de sport, etc. Et on l'a fait dans un plan citoyen avec de l'investissement citoyen. Bien qu'on soit très pauvre dans nos régions, ce qui est incroyable, c'est qu'on a trop de sous. On a trop de gens qui ont participé au capital et qu'actuellement, on est donc en train d'entamer la nouvelle étape qui est d'aller chercher des toitures privées. Est-ce que les gens acceptent de nous laisser leur toiture privée pour qu'on puisse renforcer l'autonomie énergétique de la ville? Alors, autant vous dire que quand je racontais ça il y a 2 ans,
Il y a plein de Lossois qui y venaient, mais certains étaient évidemment bien légitimement un peu sceptiques. Depuis la crise du virus et que je parle des questions d'autonomie et que je dis que nous, on va vers une autonomie énergétique parce qu'on a baissé nos consommations et qu'on a de la capacité de production locale, ça fait un carton. Tout le monde dit, ah ben nous, à Los Angeles, on est autonome, hein, en tout cas, nous, on a anticipé, etc., etc. Derrière tout ça, donc quelques exemples de résultats sur le plan économique. On n'a jamais eu autant de commerce, jamais. On n'a pas assez de surface commerciale parce qu'il y a une dynamique collective et que les gens ont envie de réacheter local, ils ont envie de soutenir les commerçants qui reprennent forme humaine finalement. On a un pôle d'excellence, je vous le disais, sur les éco-activités. On a même un pôle de compétitivité sur les technologies environnementales appliquées aux matériaux qui s'appelle Team 2. Du coup, des structures de formation m'ont demandé pour s'installer à Los Angeles, comme la Fondation d'Auteuil qui forme 350 jeunes. Du coup, on a des nouveaux métiers. Voilà. Donc, il y a un secteur économique important. Un point qui est non négligeable, c'est la mutation agricole et alimentaire. On est parti d'un modèle très intensif et puis je n'ai pas le temps de vous expliquer comment, mais on est aujourd'hui à 130 hectares en bio et dans 2 ans, on sera à 300 hectares, ce qui veut dire qu'on sera à 40% de notre surface agricole utile en bio et avec une bonne partie sur des circuits plus locaux. Donc, les agriculteurs disant qu'ils préfèrent avoir cette diversité, ils retrouvent du dialogue avec l'habitant, donc leur image change. Ils sont plus dépendants des cours du blé à la bourse de Moscou et voilà, c'est que du bénéfice. On a aussi des assauts d'insertion, on a à peu près une trentaine d'emplois dans des jardins qui se sont multipliés, qui récupèrent des jardins abandonnés et qui développent massivement du fruitier et toute une série de choses. Et du Donc, coup, quel est le code source, Jean-François, pour arriver à voilà, ces résultats? voilà, voilà. Alors bon, des enjeux culturels, des enjeux de biodiversité, des enjeux de récupération des eaux. On récupère toutes les eaux de la ville et on n'en consomme plus. C'est pour dire qu'il y a des résultats environnementaux, sociétaux, économiques, en création d'emplois et que j'insiste là-dessus parce que c'est un peu ça qui fait que ça marche. C'est parce que ça fait système que ça marche. Alors le code source, s'il est à l'écran, le voilà. Il ramasse, c'est terrible de ramasser 25 ans là, dans un schéma, mais c'est la règle du jeu. Ce que vous avez en bas, ça veut dire que rien, de mon point de vue, ne peut se construire en matière de transition sans cette idée qu'on s'appuie sur les valeurs, on s'appuie sur ce qui nous a fondés et le travail sur la mémoire, sur la trajectoire, sur le récit est absolument fondamental. C'est l'entrée culturelle, c'est l'entrée anthropologique, c'est une entrée de reconnaître les acteurs dans ce qu'ils sont aujourd'hui. Et ça, pour le coup, il me semble que dans l'entreprise, c'est extrêmement intéressant de raisonner comme ça. De quoi elle est porteuse, de quel système de valeurs. Et au travers de ça, le fait de s'inscrire en trajectoire permet de dire d'où je viens et où je vais et de travailler la question de la vision. Ensuite, sur ce socle, si on avance, on se dit qu'il n'y a pas de pas de côté sans des questions, sans le PFH, le putain de facteur humain. C'est-à-dire que, alors on peut l'appeler leadership. Leadership, pour moi, ça ne veut pas dire De Gaulle, hein, c'est pas ça du tout. Ça peut être une personne, ça peut être un petit groupe de personnes. L'idée, c'est que c'est les humains qui font les pas de côté. C'est pas les organisations et qu'à un moment donné, il faut assumer que ça passe par des engagements de personnes. Moi, maintenant, qui travaille à l'échelle quasi mondiale sur les territoires qui sont en transition, ça passe toujours par des personnes. Toujours, toujours, toujours des petits groupes. Par contre, toujours, on a des logiques d'organisation collective autour, c'est-à-dire, ce n'est pas une captation du pouvoir par quelqu'un qui va penser pour un territoire, c'est quelque chose de beaucoup plus coopératif. Les 4 piliers, vous les avez sous les yeux. Le premier pilier, c'est le processus d'implication des habitants. Moi, je ne parle plus de démocratie participative parce qu'elle laisserait à croire qu'on va dans des réunions pour demander ce qu'on veut, quoi. Et ça, c'est monstrueux. Ça accentue une posture de consommation d'action publique. Ce n'est pas possible. Et donc, par contre, l'implication des habitants permet de coproduire la ville et permet de transformer les habitants eux-mêmes. Deuxièmement, deuxième pilier, c'est attraper la durabilité. Ça veut dire croiser en permanence les questions sociales, économiques et environnementales. Ça veut dire la transversalité.
ça veut dire le systémique, ça veut dire qu'on a besoin de nouvelles ingénieries, qu'on a besoin de nouvelles organisations à l'interne de la collectivité, mais aussi de l'entreprise pour être capable de faire face à cet enjeu de transversalité. Troisièmement, si on dit qu'on est en transition, ça veut dire qu'on va innover, ça veut dire qu'on est face au syndrome de la page blanche et qu'il va falloir oser. Or, oser, c'est pas si simple. Et ça va donc supposer de travailler la question de la confiance, parce qu'on n'entreprend que si on est en confiance. Ça veut dire que, et du coup, moi, je conduis les politiques publiques autour de ce concept de confiance et de progressivité des innovations qu'on est capable de porter. Quand on a sauvé les terris, c'était déjà une innovation. Puis on a fait une école de parapente dessus, ça a fait monter la confiance. On était capable d'avoir la seule école de parapente au nord de Paris. Puis on les a classés à l'UNESCO, on est monté d'un cran et ainsi de suite. Et un jour, une habitante me dit dans une réunion publique, vous savez, monsieur le maire, à Los Angeles, nous, on peut tout faire. Et quand quelqu'un vous dit ça, ça veut dire qu'il y a comme une baguette magique pour entreprendre. Et puis la quatrième, ma petite poétique du changement, c'est que je pense personnellement que si la peur et le désir sont deux ressorts majeurs de la conduite de changement, la peur, on la vit en ce moment. Le problème de la peur, c'est qu'elle amène à la fuite et qu'elle n'est pas forcément positive, même s'il faut fuir par moment, bien sûr, mais qu'il faut aussi utiliser le ressort du désir. C'est ce que j'appelle l'étoile. C'est l'étoile qui brille dans le ciel, qui nous fait envie, parce que le désir, et là je renvoie à la psychanalyse, je renvoie à plein d'autres thématiques, le désir, c'est de la mise en énergie. Quand on est vraiment amoureux, on est capable de faire le tour de la planète s'il le faut. Et donc, la question du désir, ça veut dire de quoi je rêve, réhabiliter le rêve en politique et d'avoir une étoile qui brille pour moi. Par exemple, à Los Angeles, ça va être de la première ville intégralement solaire alors qu'on est tout au nord de la France et qu'on attendrait plutôt ça de Perpignan. Par contre, effectivement, si l'étoile est seule dans le ciel, alors elle n'est pas atteignable. Et donc, elle peut générer de la frustration, elle peut générer de la colère même, c'est un peu l'histoire des gilets jaunes. Et donc, il faut des cailloux blancs qui mènent à l'étoile. Alors, dans l'exemple du plan solaire, l'étoile, c'est la ville solaire. Et le caillou blanc, c'est d'abord une centrale au sol, puis une église, puis toutes les salles de sport, puis toutes les fermes avec leurs grandes surfaces, etc., etc. C'est aussi ce qui permet de tenir le long terme et le court terme. Or, la transition, c'est les deux, c'est du long terme et c'est du court terme, c'est des signaux immédiats. Euh, et c'est aussi la capacité de réarticuler le rêve et le concret, la preuve. Les cailloux blancs sont des preuves. Alors, ça donne des résultats thématiques, des hectares en bio, des kilomètres, tout ce qu'on peut imaginer. Mais surtout, ça donne des résultats systémiques. Le retour de la confiance, confiance en moi-même, confiance en mon voisin, confiance en mes élus, par exemple. Changement d'image du territoire, tout ça peut se décliner pour l'entreprise, hein, c'est pareil. Donc, c'est du marketing territorial, mais intelligent, ce n'est pas du greenwashing. Capacité collective à entreprendre, donc des compétences collectives. Et pour le coup, sur les questions qu'on vit aujourd'hui, par exemple, je terminerai là-dessus, c'est quand même assez extraordinaire d'observer qu'à Los Angeles, on n'a pas eu de gilets jaunes et d'observer que globalement, par exemple, sur Facebook, sur les réseaux sociaux, il n'y a pas de déchaînement de violence comme je le vois dans toutes les villes autour. C'est un peu comme si on avait une société apaisée et qui a des compétences de robustesse pour faire face à la difficulté du moment et des logiques de solidarité très fortes. Voilà, donc ce code source, évidemment, ça ramasse de manière synthétique, ça a été évalué par l'ADEME. L'ADEME, du coup, a décliné dans une vingtaine de territoires en France pour tester et renforcer les évaluations. Et c'est un peu ce qui base aujourd'hui la fabrique des transitions qu'on porte au niveau national avec vous, d'ailleurs, puisqu'on a beaucoup parlé de ces sujets et qu'on ne s'en sortira que par l'alliance de tous les acteurs et qu'il nous faut des nouvelles alliances, notamment avec les acteurs économiques, un peu autour de cette façon de voir que ce n'est pas une question d'ingénieur, ce n'est pas une question de technologie, la transition, c'est vraiment une question de sciences humaines et sociales. Voilà, je vais m'arrêter là. Merci beaucoup, Jean-François. Merci beaucoup. C'est toujours aussi inspirant. Nous allons entrer maintenant dans une phase de questions-réponses. Et pour ça, je vous remets sur Klaxoon. On a eu de super questions là sur Klaxoon. Et du coup, je vais vous projeter l'écran là à l'instant pour qu'on puisse les voir. Et ma proposition ici, c'est vraiment qu'on voit les questions telles qu'elles sont arrivées.
et surtout celles qui ont le plus grand nombre de votes. Première question pour toi, Jean-François. Comment avez-vous réussi à emmener vos équipes et vos administrés, même s'il y a déjà eu des premiers éléments dans ce que tu as partagé? Ben, je pense que c'est… Alors, il y a un milliard de choses à dire là-dessus, mais euh, ça a été d'abord tous les processus culturels. Par exemple, on a été les seuls quasiment à assumer notre passé minier, à en parler, à dire qu'il y avait des choses très désagréables, mais aussi des choses très positives. On a organisé des expos, on a fait des sons et lumières sur les mineurs qui arrêtaient leur métier. Et donc, la question de la reconnaissance de ce qui était et de ce qui a fondé ces gens qui sont venus de toute l'Europe, d'Afrique du Nord. C'est le métier de mineur qui les fondait. Ça a été la première des choses, c'est-à-dire euh, on ne renie pas tout ça. On ne peut pas se construire si on demande aux gens de se renier. Ensuite, je pense qu'il y a eu de la cohérence entre le dire et le faire. Moi, je suis personnellement très, très, très attaché à ça. Redonner de la confiance, même si les gens ne sont pas d'accord avec moi ou avec mon équipe. Euh, je crois qu'il y a 4 clés pour la confiance. Mais en tout cas, la fiabilité quand les engagements sont tenus, la cohérence. Personnellement, je suis un élu écologiste. Je me promène pas en 4x4 et je me gare pas sur les trottoirs, c'est sûr. Je fais plutôt de la course à pied, du VTT. Je passe avec de la boue sur le visage. Il y a un marathon qui traverse la ville, je fais le marathon. C'est cohérent avec le projet que j'essaye de porter. Il y a beaucoup de pédagogie aussi qui est important. D'ailleurs, au début on a fait un certain nombre d'erreurs. À cet endroit-là, on a mis en place la gestion différenciée des espaces verts sans prendre le temps d'expliquer. C'est au bout de 2 ans qu'on a commencé à faire de la pédagogie, alors qu'on aurait dû faire 2 ans de pédagogie et ensuite passer aux espaces verts. C'est par, c'est par les résultats. Les résultats, même petits, sont des preuves de la transformation en cours. Et les tout petits résultats donnent du positif, ont commencé à nous amener des médias, parce qu'on est dans un univers dépressif dans le bassin minier. On est héritiers du 19e siècle, nous. Hein. Et donc, c'est pas facile. Et donc, quand les caméras de TF1 en 1992 ont filmé un parapente sous lequel j'étais, rose fluo sur fond de terri noir, alors que pas un Lossois ou presque faisait du parapente, mais ils étaient ravis, comme si c'était eux qui étaient sous le parapente, parce que pour une fois, TF1 parlait pas de nous comme les derniers de la classe. C'est toute une série de choses comme ça qui font qu'à un moment donné, ça soude. Et puis, le sens du collectif et de la fête. Et puis tout ce qui a été dit avant, c'est parce que ça fait système que les gens y croient et que même au départ des opposants, je me rappelle du numéro 2 de la liste de droite qui s'était présenté 2 mandats avant contre l'équipe en place, a voté pour notre équipe en disant mais Jean-François, tu donnes la parole à tout le monde, rien se fait dans notre dos. Donc moi, ça me donne confiance. 2, tu as complètement transformé l'image de la ville et ça a nous refait du développement économique et moi, je veux ça. Et troisièmement, tu sais, tout le monde aime l'environnement. Hein. Moi, j'aime bien me promener sur un petit chemin avec mon chien, comme 100% des gens. Je ne sais pas s'il y a ici quelqu'un qui n'aime pas se promener sur un petit chemin. Donc voilà, c'est une alliance de tout ça. Merci Jean-François. Du coup, tu parlais de donner la parole à tout le monde et justement, on a une question là-dessus. Pouvez-vous illustrer les outils formats d'intelligence collective utilisés pour faire adhérer la population? Est-ce qu'il y en a? Alors déjà, jamais je dirais faire adhérer la population. Parce que ça veut dire que je vais leur expliquer ce qui est bon pour eux et que je vais les convaincre. Moi, je ne fonctionne pas du tout comme ça. On utilise beaucoup les processus d'écoute, bien sûr. Donc, ce qui suppose, alors ça peut être la réunion publique, ça peut être des questionnaires. Alors, au point d'ailleurs qu'à un moment donné, j'ai dû arrêter, enfin, j'ai dû refuser à ce que des étudiants ou peut-être même Corporate for Change viennent chez nous parce que toutes les semaines, il y avait un nouveau questionnaire parce que tous les chercheurs de France disaient ah ben là, il y a un capital social. Donc, on l'a fait sur les comobilités, les systèmes alimentaires, le calcul de l'empreinte écologique. Bon, donc il y a une limite à ça. On le fait surtout par l'action. Moi, je pense qu'on se transforme, enfin, c'est pas je pense, c'est les neurosciences nous expliquent que on change quand on est en mode action.
quand on est dans de l'expérientiel. Une conférence, c'est sympa, ça fait sourire les gens, ils écrivent dans le chat, ah, c'est vachement bien, ok. Mais ça ne veut pas dire que demain matin, ça va changer pour eux, malheureusement. Ça ne suffit pas, mais pour moi aussi, hein, ce n'est pas un jugement de valeur. Par contre, quand on commence à se saisir d'un objet, on va coopérer, parce qu'on a envie, c'est de la conduite de projet. Et donc, on va coopérer pour réussir. Et dans la façon de faire, on va se transformer. Donc, c'est un peu tout ça qui fait que progressivement, les gens sont devenus acteurs. Et à partir du moment où ils sont acteurs, ils n'adhèrent pas à mon projet. D'ailleurs, ce n'est pas mon projet. Moi, j'ai été porteur d'un système de valeurs et d'une vision qui fait que j'ai été élu. Mais ensuite, on le construit ensemble. Et moi, le premier, je passe mon temps à faire évoluer mon propre curseur de l'écoute, de la qualité de ce que le collectif me remonte. Donc, c'est de la logique d'intelligence collective. C'est pour ça que le mot faire adhérer me fait redresser les poils. On construit ensemble. Après, en même temps, j'assume que j'ai un système de valeurs, je le dis tout haut. Et quand je me suis présenté aux élections, par exemple, au vœu de 2020, j'ai organisé les vœux à la population. Il y avait 800 personnes. Je ne sais pas pourquoi il y avait autant de monde. Il faut dire que les gens voulaient savoir si je me représentais ou pas. Ça jouait beaucoup. Juste avant des élections, ça sent un peu toujours la poudre. Et j'ai fait 30 minutes sur les questions d'effondrement. Éric Piolle, qui est un copain, qui est le maire de Grenoble, disait dans une revue où j'étais interviewé avec lui, non, non, moi je ne fais pas tout ça, je ne veux pas effrayer les gens. Bon, et moi j'ai assumé de parler d'effondrement. Et 3 mois après, c'est ce qui arrive. Et bien, typiquement, dans une affaire comme ça, là, je me mouille. C'est-à-dire que je ne suis pas qu'un facilitateur, puisque c'est très à la mode des facilitateurs. Non, j'ai une vision, je porte quelque chose. Mais cette façon de le porter, elle se construit avec les habitants. Maintenant, on ne fera jamais fermer les frontières pour chasser les migrants. Ce n'est pas dans mon système de valeurs. On m'amènera pas au nucléaire. Enfin, voilà, je n'irai pas n'importe où. Mais parce qu'il y a des choses sur lesquelles je suis vraiment fondé. Merci beaucoup, Jean-François. Parmi les participants de l'Odyssée en ligne, on va avoir pas mal de collaborateurs et dirigeants d'entreprise. Justement, la prochaine question est pour eux. Quel conseil donneriez-vous à un dirigeant d'entreprise qui veut engager une transition positive pour son organisation? Alors, je suis plus expert des territoires, mais on va regarder si ça colle. Je dirais d'abord quel est le temps de construction collective qui permet de faire un diagnostic de la situation et de dire pourquoi il faudrait changer. Un facteur interne et facteur externe. Typiquement, la mutation dans les 20 ans qui viennent sur la question de… Moi, j'ai vu Rifkin, j'ai beaucoup travaillé avec Jérémy Rifkin en Nord-Pas-de-Calais. J'étais le porteur de la stratégie de troisième révolution industrielle, interpeller Arnaud Mullier, quand même, patron, plus ou moins du groupe Auchan, et lui dire c'est quoi, vous, votre stratégie dans les 20 ans là, sur la dépendance à l'énergie fossile? Et à côté de lui, il y avait Marc Roquette, numéro 1 européen de l'amidon. On a beaucoup d'agroalimentaire en Nord-Pas-de-Calais. Marc Roquette, il dit moi, j'ai installé des capteurs solaires sur les 20 hectares de mon entreprise. Et Mullier, il était dans les cordes. Il ne savait pas quoi dire là-dessus. Bon, typiquement, ça, c'est un élément de diagnostic extérieur qui est intéressant. Mais il y a aussi des éléments à l'interne, bien sûr. Deuxièmement, à partir de là, c'est quoi les processus pour construire une vision? Et donc, c'est quoi les processus de facilitation, d'intelligence collective qui permettent aux uns et aux autres à la fois de donner leur point de vue, mais donner un point de vue, j'alerte là-dessus, c'est presque pire que mieux si ça s'arrête là. C'est comme une sacralisation de ma vision du monde. Pour moi, ce qui est intéressant, c'est d'entrer dans des schémas qui font que les acteurs ouvrent leur chakra pour entendre les autres aussi. Et par exemple, quand j'avais fait le schéma régional d'aménagement du territoire en Nord-Pas-de-Calais, tout le monde, les économistes voulaient se mettre dans un groupe économie et les environnementalistes dans un groupe environnement. Et alors là, ça a été très compliqué, mais j'ai tenu bon. Je voulais que dans chaque groupe, qu'il y ait 6 groupes de travail, mais que dans chacun d'entre eux, il y ait des économistes, des environnementalistes, des sociologues, pour justement travailler le décloisonnement des modes de pensée, des représentations et des imaginaires. Et puis à partir du moment où on a une vision, je dirais, comment on l'incrémente, quoi. C'est quoi à la fois un processus qui n'est pas figé, mais qui en même temps fixe des éléments de calendrier, d'étapes. Bon voilà, je n'avais pas prévu une question comme ça, donc je fais au débeauté, mais je le ferai comme ça, moi, si j'étais chef d'entreprise.
Et puis, Merci. tous les processus qui reconnaissent, oui, les acteurs, mais ça, vous êtes porteur de ça, Corporate for Change. Mais quand même, c'est très important. Quel que soit l'acteur, enfin, le terme collaborateur veut bien dire qu'on fait ensemble. D'ailleurs, collaborateur, c'est pas coopérer. Et donc, comment on pourrait passer à des processus de coopération et pas simplement de coordination ou de collaboration? Merci beaucoup pour ces réponses, même si voilà, tu réagis en live, c'est toujours avec beaucoup de bon sens et ça fait aussi beaucoup d'écoute pour nous, Corporate for Change. Euh, Encore deux questions. Une sur les principales difficultés, parce qu'on a entendu pas mal de résultats, de succès sur les principales difficultés. Est-ce que tu peux nous en dire quelques mots de façon assez brève pour qu'on puisse avoir le temps de faire une dernière question avant de passer à la séquence d'après? Déjà, toutes les difficultés liées aux échecs, parce que entreprendre, c'est faire de la prise de risque, et donc c'est avoir le droit à l'erreur. Et donc, je pourrais citer 1000 exemples de petites conneries du genre les services techniques, pour faire plaisir aux maires qui écolo, veulent plus mettre d'engrais chimiques à base de pétrole et du coup mettre de l'engrais à base de guano pour le terrain de foot. Or, les vers de terre adorent le guano, donc on atteint des concentrations incroyables de vers de terre dans le terrain de foot, donc des monticules, donc les ballons vont plus droit. Et tout le club de foot vient me dire, monsieur le maire, ça marche pas, là, le terrain de foot, c'est une catastrophe. C'est un exemple, hein, mais j'en ai eu plein des choses comme ça. Mais c'est pas les principales. Non, je pense que les principales difficultés viennent de la vision du territoire autour. C'est très étonnant, comme plus je suis loin de Los Angeles, plus tout le monde trouve ça génial, et plus on est proche, plus il y a des effets de jalousie, il y a des effets de comparaison, il y a des effets de crispation. Donc, c'est un affrontement à un modèle issu de la mine qui est à l'opposé de ce que je viens de dire, hein, et qui m'a pris quand même quinzaine d'années avant que ça se mette bien en place, ces nouveaux processus. Donc, c'est des enjeux de représentation. C'est des enjeux on n'a jamais fait comme ça. C'est la question de la pensée unique. Je pense que fondamentalement, c'est ça qui est le plus dur. Arriver à mettre un coin dans ces. Alors, de ce point de vue-là, le virus est une chance incroyable, mais juste incroyable. C'est-à-dire qu'en déstabilisation des représentations et des imaginaires de dire c'est possible ou ça ne l'est pas, ça vient de nous démontrer que plein de choses, alors avec un coût, hein, bien sûr, mais ça vient de nous démontrer que non, c'est selon l'envie qu'on a d'assumer, d'y aller. Voilà, je dirais que c'est ça les principales difficultés. Merci beaucoup, Jean-François. Dernière question, et désolé hein, de ne pas avoir pu traiter plus de questions. Justement, cette dernière question, on adresse la question du temps long. À propos de la transition, elle nécessite une vision de temps long. Comment appliquer ça en entreprise où la vision dépasse rarement le CA annuel? Donc là, besoin de pas mal de parallèles avec l'entreprise. Oui, alors dans une commune, la vision, c'est pas le CA annuel, c'est l'élection. Donc, il y a quand même 6 ans, c'est pas long. Alors, c'est plus qu'un an, hein. Bon, je pense qu'il y a, alors d'abord probablement qu'en entreprise, ça dépend aussi des conditions de fonctionnement de l'entreprise. Si elle est dans les mains des groupes boursiers et de la rémunération des dividendes qui impose un chiffre, un- euh, deux chiffres pour les dividendes, au-delà de 10%, ça va être très dur. Ça va être très dur. Donc moi, j'ai pas de réponse à cet endroit-là. Si la seule chose qu'on veut faire, c'est presser le citron pour sortir le plus de revenus et de chiffres, on va avoir du mal. Par contre, si l'entreprise, elle essaye effectivement de se mettre dans une vision plus long terme, ce qui suppose que ces éléments de financiarisation en tiennent compte, etc., je pense que ce que j'ai dit avant est tout à fait jouable, tout à fait jouable. Mais c'est sûr que je me mets à la place. Il se trouve que j'ai un ami qui connaît très bien Faber, le patron de Danone. Je connais quand même plein de monde dans le domaine de l'entreprise. Il y a des schizophrénies incroyables dans l'entreprise. C'est-à-dire qu'en même temps, chacun est citoyen, et chacun a envie d'un autre modèle, peu ou prou. Et bien en même temps, il est embarqué dans sa propre galère. Donc, je dirais remettre du sens. La question du sens, de la vision, le sens, c'est quand même extrêmement important. À quoi sert mon entreprise? Mais si les dirigeants ne le portent pas, ça va être difficile pour les salariés. Parce que une des difficultés, je suis un peu cash là, c'est les syndicats. Je le dis moi-même, j'étais syndicaliste quand j'étais dans le domaine de la santé, hein, j'étais responsable d'un centre de rééducation.
Il y a pour les syndicats une difficulté à accepter la conduite de changement parce que c'est comme si on remettait en cause l'existence même ou les avatars. Enfin, moi, je me rappelle m'être frotté à la CGT sur la raffinerie de Dunkerque, par exemple, qui est fermée. Accepter l'idée qu'on irait vers d'autres types d'énergie à Dunkerque avec Total qui était prêt pour une fois à mettre de l'argent un peu vertueux parce que j'aime pas beaucoup ce groupe. La CGT a été presque, alors je fais attention parce que je ne voudrais pas que ce soit exploité, hein, mais une résistance au changement énorme parce que ça supposait d'accepter l'idée que on n'était plus reconnu dans notre métier, dans ce qu'on savoir-faire. Enfin bon, c'est un petit peu long à développer tout ça, mais voilà ce que j'en dirais à ce stade-là. Est-ce que je pourrais récupérer toutes les questions? Parce que j'aimerais bien voir les questions que ça Alors oui, vous a bien sûr, amené. avec Hein. plaisir. Tu pourras me les envoyer, Mathieu? Bon, Ça, on pourra te les envoyer sans problème. Et si d'ailleurs tu avais un peu de temps pour y répondre, voilà, on ne va pas abuser de ton temps, mais en tout cas, on peut t'envoyer tout ça. Merci encore une fois à toutes et à tous pour toutes vos questions. Et maintenant, je vais passer la main à Jonas pour la partie ancrage. Merci beaucoup Mathieu et merci beaucoup Jean-François pour ce temps d'inspiration.